Oui, je suis parti de l'idée que le développement n'est possible que dans le cadre d'une agriculture inclusive et durable. Cela veut dire simplement que nous devons consommer ce que nous produisons et quand ce que nous produisons dépasse nos consommations, exporter. Donc c'est de la production locale, consommation locale, exportation. Donc cette conviction-là m'habite depuis le bas âge. Je suis toujours convaincu que nous pouvons nous autosuffire en aliments. Et c'est la raison pour laquelle justement vous avez vu ce périmètre qui intègre la culture arboriculture avec les papayes, les produits également horticoles, avec la tomate, avec le gombo, le piment, le poivron, la fraise. Donc tous ces produits-là montrent simplement que nous pouvons au Sénégal justement atteindre l'autosuffisance alimentaire, mais aussi l'élevage. Vous avez vu également les vaches et aussi les moutons. Donc ma conviction c'est que nous devons pouvoir arriver justement à combler le gap des importations et assurer notre autosuffisance. C'est aussi une source de création d'emplois parce qu'il y a des jeunes qui sont employés dans ça. Oui, absolument. Vous savez que quand vous avez un périmètre comme ça sur à peu près une dizaine d'hectares, vous avez en fonction des périodes de production entre 10 et 30 personnes qui travaillent. Si vous multipliez cela sur 200 000 hectares, c'est pourquoi je disais la dernière fois quand vous prenez 200 000 hectares, ça veut dire que vous avez la possibilité de faire travailler au moins 600 000 personnes à 700 000 personnes. Donc c'est pourquoi dans le programme justement de notre coalition CAP 2024, nous avons prévu un aménagement de 200 000 hectares pour permettre justement au Sénégal d'être autosuffisant en riz. Autosuffisant en riz, mais aussi autosuffisant également en huile, puisque nous avons les permis pour l'arachide. Il faut la transformation. C'est aussi pareil pour la viande. Quand nous importons chaque année 800 000 têtes de moutons, si nous prenons 10 000 éleveurs sénégalais, chacun nous produit 100 moutons par an, ça nous fait 1 million de têtes. Et un mouton, vous savez qu'en une année, vous pouvez faire le mouton de tabaski l'année prochaine. Donc, c'est ça notre option. Notre option, c'est la souveraineté du Sénégal dans tout ce que nous consommons. Et naturellement, ceci est un exemple que je voudrais également vulgariser. Vous avez tout à l'heure insisté également sur la culture de fourrage. Absolument. Vous avez vu ici, nous avons des périmètres aussi de marafalfa qui permet justement pour les bétails, comme en période sèche actuellement, de pouvoir les nourrir. Et c'est aussi la solution, l'aliment de bétail. Puisque dans l'élevage laitier, le poste le plus important, c'est le poste aliment. Et donc, oui. Avec... Ça ne demande pas beaucoup de moyens aussi. Oui, c'est l'eau en fait. C'est l'eau. Il faut l'accès à l'eau. Sinon, c'est vraiment des plantes qui sont faciles à semer et justement à accompagner. La problématique du foncier, c'est un autre casse-tête au Sénégal. Oui, j'ai toujours dit que la problématique du foncier, en fait, à partir du moment où les paysans sont associés au projet, il n'y a pas de problème. Je dis, si l'État du Sénégal, et ce que nous nous proposons demain, si les Sénégalais nous font confiance, si l'État du Sénégal décide d'aménager 200 000 hectares, naturellement, les populations villageoises qui cultivent ces 200 000 hectares seront associées au projet en termes de joint venture. Ce sera des sociétés anonymes dans lesquelles les familles seront actionnaires, mais l'État sera actionnaire majoritaire, le temps que le financement soit amorti. Parce que si l'État apporte 1 milliard de financement dans un périmètre, il est normal que la communauté nationale qui a donné l'argent puisse récupérer sa mise. Mais ça, c'est à travers justement un joint venture où l'État justement participera à la gouvernance. Et une fois que l'investissement est amorti et le financement remboursé, naturellement, l'État revend ses actions, soit au promoteur initial, soit à des promoteurs privés externes. Donc, il faut le faire vraiment en une association intelligente entre justement l'État qui apporte le financement, le secteur privé, mais aussi les familles. Parce qu'on ne peut pas aussi transformer les familles également en ouvriers agricoles. Toujours dans cette ferme, la production, elle va où après les récoltes? Sur le marché, donc nous approvisionnons essentiellement les marchés. Et puis vous avez beaucoup d'acheteurs qui viennent sur place prendre les produits. Donc la commercialisation ne se pose pas. Ils viennent sur place acheter. Pas d'exportation pour le moment? Pour le moment, non. Pour le moment, nous sommes sur la consommation locale, consommation intérieure. Bon, vous avez vu aussi que même le maïs, ça fonctionne bien également ici. Et donc, l'idée, c'était vraiment de montrer qu'ici à Thiès, on peut le faire. Et c'est le message que je lance aux jeunes, pour leur dire simplement que la production agricole, élevage peut être une source de revenus pour n'importe quel Sénégalais et n'importe quel Sénégalais. Donc vraiment, c'est le message que je voulais transmettre. PCR, maire de GACPEX, ministre qui a fait ses preuves aujourd'hui, qui veut briguer les suffrages des Sénégalais. Vous ne comptez pas vous limiter uniquement sur les suffrages des Diobosois et des Thiessois. Où en êtes-vous avec la massification au niveau national et international? Oui, vous savez que nous avons la chance d'avoir la CAP 2024 qui est présente dans les 46 départements du Sénégal, les 14 régions.
la diaspora. Vous avez vu lors de la convention d'ailleurs, nos camarades des États-Unis, du Benelux, de France qui étaient là. Donc nous sommes présents partout au Sénégal. Et naturellement, ce travail continue. Et je pense qu'une coalition en moins de 2 mois qui arrive à être dans les 46 départements, la diaspora, et vous avez tous suivi les activités également ici à Thiès, vous savez que c'est une grande opportunité, mais aussi c'est une grande responsabilité. Je pense que si nous avons pu faire tout ça, c'est parce qu'il y a des Sénégalais qui croient justement à ce projet que nous présentons. Et ce projet se résume en 3 choses. C'est un projet avec des réformes économiques fortes, l'autosuffisance du Sénégal dans le domaine agro-industriel. 200 000 hectares, ça nous fait 1 million de tonnes de riz. Nous sommes autosuffisants en riz. 10 000 Sénégalais, chacun 100 têtes de bétail moutons, ça nous fait autosuffisance en moutons. L'arachide du Sénégal transformé en huile, ça nous fait autosuffisance en huile et une meilleure huile. Ça, c'est l'agriculture. Mais aussi notre projet ferme pour notre autosuffisance dans les produits pharmaceutiques. Tous les brevets qui sont dans le domaine public. Et au même moment, le Sénégal continue à importer plus de 200 milliards de produits médicaments chaque année que nous importons de certains pays, notamment de pays amis, comme le Maroc. Ce que le Maroc a fait en matière de transformation de produits pharmaceutiques, le Sénégal peut le faire. Ce que l'Inde fait, le Sénégal peut le faire. Donc, autosuffisance Sénégal également dans les produits pharmaceutiques, dans le secteur également touristique avec les atouts que nous avons au Sénégal, mais aussi dans l'industrie culturelle et le sport. Nous avons des jeunes qui ont été champions d'Afrique dans 5 catégories différentes. Moi, mon projet pour le Sénégal, c'est construire une véritable industrie du sport. Et l'industrie du sport, je vous rappelle, ça part bien sûr des sportifs, mais aussi aux équipements, au sponsoring, même aux jeux, les paris sportifs. Donc ça veut dire simplement que nous avons aujourd'hui des atouts que nous pouvons exploiter pour notre pays. Et c'est vers ça que nous allons. Donc ces réformes économiques fortes, mais aussi les réformes institutionnelles. Moi, je plaide pour que demain, le président de la République ne soit plus chef de parti. Ainsi, les partis politiques, certains, ne prendront plus en otage l'État du Sénégal. Mais malheureusement, c'est un des points de désaccord du dialogue. Oui, mais quel est votre point de vue sur les conclusions du dialogue? Oui, moi, je dis clairement, ma position, c'est que le président de la République, si je suis élu, ne sera plus chef de parti. Je ferai un projet de loi constitutionnelle qui fait que dès que vous êtes élu, vous démissionnez de votre parti. Pour moi, c'est ça qui donne une bonne respiration démocratique pour notre pays. Idem également pour la Cour constitutionnelle. Moi, ma proposition, c'est que nous puissions avoir une Cour constitutionnelle qui remplace le Conseil constitutionnel. Et le président de la Cour constitutionnelle qui sera élu par les magistrats de la Cour constitutionnelle sera le président du Conseil supérieur de la magistrature, non plus le chef de l'État. Ça donne une meilleure autonomie justement à la justice parce que la perception que beaucoup de nos compatriotes ont sur la justice au Sénégal, elle n'est pas bonne. Et donc de ce point de vue, il faudra justement renforcer l'autonomie de nos brillants magistrats. Mais enfin, les Sénégalais de l'extérieur, j'ai plaidé, j'ai écrit noir sur blanc le Conseil sénégalais des Sénégalais de l'extérieur qui sera une sorte de gouvernement pour les Sénégalais de l'extérieur, pour que tous les projets qui les concernent, santé, éducation, investissement, qu'ils puissent être associés dans les projets de A à Z avec le gouvernement. Donc ça sont les réformes institutionnelles et bien entendu les réformes sociales. Parce que les réformes sociales, on a tendance à les oublier. La première réforme sociale que j'ai écrite, c'est sur la santé. Une carte de santé pour chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais qui lui permet d'être soigné, quel que soit l'endroit et quel que soit le soin qu'il demande. Naturellement, ça sera 2 catégories. Une carte de santé maladie obligatoire. La première partie, c'est ceux-là qui sont salariés du secteur privé comme du secteur public. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, ils auront ce qu'on appelle une assistance sanitaire. Et ça, c'est la communauté nationale, c'est la solidarité nationale qu'on va invoquer. Chaque année, il y aura une loi des finances que je ferai voter pour que justement les Sénégalais qui n'ont pas les moyens puissent être soignés. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'un Sénégalais aille à l'hôpital, on lui dise non, on ne peut pas te prendre parce que tu n'as pas payé. Ça, avec moi, c'est terminé. On ne peut plus accepter cela. On ne peut pas avoir un pays qui a un budget de 7 000 milliards et on laisse nos compatriotes mourir devant des hôpitaux. Cela n'est pas acceptable. Donc moi, chaque Sénégalais aura sa carte dès sa naissance qui lui permet justement d'être soigné. Quand on va investir dans le transport public, les bus, les trains, les TER, ils tiendront compte également des personnes handicapées. Ça sont les réformes sociales très fortes pour permettre justement, parce qu'un pays qui ne donne pas un message à ses enfants, à ses personnes malades, à ses personnes handicapées, n'est pas un bon pays. Donc le cœur des Sénégalais, je le connais, il est grand, il est large, et naturellement, toutes ces couches qui sont vulnérables seront appuyées par la communauté nationale. Vous semblez cracher sur la loi d'orientation sociale, Monsieur le Président? La loi d'orientation sociale, c'est une bonne idée, mais elle a des limites. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez la carte d'égalité des chances,
il y a des soins auxquels vous n'accédez pas, mais aussi quand vous êtes dans certains endroits du Sénégal, vous ne pouvez pas accéder justement à certains avantages. C'est pourquoi j'irai plus loin d'ailleurs. Je proposerai que dans chaque département du Sénégal, que nous puissions avoir la maison de l'handicapé. Parce que imaginez-vous un handicapé du Notto Diobass qui doit aller à Dakar pour régler ses documents administratifs. Il a un handicap de mobilité. Donc il y aura dans chaque département la maison de l'handicap et dans chaque commune du Sénégal un guichet des handicapés. Pour que quand vous êtes handicapé, vous allez donc dans votre municipalité, vous avez l'ensemble des services dont vous avez besoin pour que vous puissiez avoir justement votre indemnité invalidité, mais aussi les soins, d'accès aux soins, mais aussi pour l'investissement. Moi, j'ai décidé que dans mon programme, il y aura une ligne de financement pour les personnes handicapées et pour les femmes. Parce que quand vous êtes chef d'entreprise femme, on se rend compte qu'il y a une discrimination qui se fait. Quand vous êtes également handicapé, vous voulez faire de l'élevage, vous voulez faire de la couture, vous avez également des handicaps. Et nous avons des personnes handicapées qui sont très talentueuses. Donc les accompagner, je ferai une discrimination positive pour les personnes vulnérables dans notre pays. Et naturellement, dernière réforme sociale qui concerne la femme sénégalaise. Le modèle de sénégalais que nous voulons, imbu d'une très grande citoyenneté, avec des valeurs sénégalaises et valeurs africaines, exige que le jeune Sénégalais soit accompagné dans la famille, dans l'école et dans la société. Et c'est pourquoi chaque femme sénégalaise qui a des enfants mineurs aura une allocation familiale qui va l'aider justement à éduquer les enfants. Parce qu'on ne peut pas laisser les enfants avec leur famille à leur sort et demain être surpris que justement ces enfants n'épousent pas les valeurs de la société sénégalaise. Donc cette réforme également, et je dois vous rappeler quand vous allez dans les pays occidentaux, mais c'est ce qu'ils font. Et après on est surpris qu'ils dominent le monde. Donc l'éducation, elle est fondamentale dans la famille, fondamentale à l'école et fondamentale bien entendu dans la société. Et c'est pourquoi dans la société, le programme que nous avons, c'est le service civique national pour le développement, pour que chaque jeune soit accompagné dans le métier qu'il choisit, mais aussi dans l'appropriation de la citoyenneté sénégalaise que nous voulons de ce pays. Des jeunes qui ont du jom, qui ont du yar, qui ont du teggin. C'est ça les valeurs sénégalaises. Et naturellement, moi je plaide justement pour ces valeurs sénégalaises à travers cette réforme sociale importante. Est-ce que vous voulez dire que après la politique, le monde continue? Ouais. Voilà, il y a d'autres choses à faire. Mais justement, c'est ce qu'il faut dire aux jeunes. La politique, ce n'est pas un métier. Il faut avoir un métier et faire la politique. Et ça, c'est un acte de développement. Donc si je dis demain, je ne dis même pas demain, si je dis aujourd'hui aux Sénégalais que je suis capable de transformer le Sénégal avec l'agriculture, ils vont me croire parce qu'ils viennent de voir qu'on a transformé cette zone qui était une zone aride, désertique, en une zone justement prospère, où les Sénégalais et les Sénégalais travaillent, où ça génère également des revenus. Où nous cultivons, voilà, en moins d'1 an, parce que ça date du mois avant juin de l'année dernière. Donc ça, c'est également une façon de dire que notre pays a des potentialités exceptionnelles, il faut que nous exploitons et les mettre simplement à la disposition de la jeunesse.